Est-ce que c'est vraiment si amusant que ça à faire? Je ne parle pas de la pile de papier froissé, là. Les 2000 premières heures, oui. C'était une excellente réponse. Et ça prend combien de milliers d'heures pour en Oh là faire un là. film? C'est un très très gros travail. Ouais. C'est un très très gros travail parce que quand il y a quelque chose qu'il ne faut pas, il ne suffit pas de dire au comédien on refait la scène, il faut la redessiner, il faut la revoir, on étudie des mouvements. Alors quand vous êtes dans une salle noire sur un écran, vous passe toujours le même mouvement qui revient, et ben pour rester réveillé, c'est déjà un problème. Non, c'est très très Je long. crois qu'il faut vous rendre cette justice que c'est à peu près une des premières fois en France qu'on arrivait à faire du dessin animé qui avait la qualité professionnelle de ce que les Américains font depuis quelques années. Oui, enfin, disons que nous essayons. Et en ce qui vous concerne, lorsqu'il s'agit d'un long métrage, vous continuez d'écrire le scénario. Ah oui, bien sûr, et Uderzo fait les model sheets et nous faisons ensemble le storyboard, qui est donc le scénario dessiné. Nous travaillons donc à peu près de la même façon que pour la bande dessinée. Parce que ce qui est amusant, vous avez dit tout à l'heure que vous aimiez dessiner quand vous étiez jeune, vous ne voulez pas montrer ce que vous avez fait. Et vous m'avez dit aussi, mais pas durant l'émission, que Uderzo, lui, écrivait des scénarios. Et maintenant, c'est C'est l'inverse. ça, oui. C'est-à-dire, lui, il écrivait ses scénarios et moi, je dessinais les miens. Et alors que nous nous sommes connus, nous avons décidé de nous spécialiser, pour ainsi dire. Lui, ça ne l'amusait pas tellement d'écrire et moi, ça ne m'amusait plus tellement de dessiner. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à cette collaboration. Je vous disais tout à l'heure que dans les séries d'Astérix, il y a pas beaucoup de femmes. Il y a surtout des hommes. Il y a, il y a Cléopâtre, bien sûr, il fallait bien puisque c'était le titre. Et puis il y a, comment elle s'appelle, la jeune fille Je peux répondre. Falbala. Bravo! Vous, vous gagnez un sou. Ça s'appelle Falbala. Je crois qu'ils sont les deux dans le chaudron. Il y en a Ah oui, oui, le mais dernier, là, maintenant il y Astérix et en le a, chaudron. oui. Non, la raison pour laquelle il n'y avait pas beaucoup de femmes dans Astérix, c'était dû à une double raison. La première, c'est que nous avons une commission de surveillance de la presse des jeunes qui n'était pas tellement pour le mélange des sexes dans les bandes dessinées lues par les enfants. Elle était pour le mélange des sexes dans quelles circonstances alors? Je n'ai pas eu l'occasion Ah de bon. leur demander, mais enfin, du fait qu'il y a toujours des membres de cette commission, il faut bien qu'à un moment donné, enfin, pour passer. Et alors, par conséquent, il fallait faire très très attention. Et puis, la deuxième raison, et celle-là, c'était celle qui nous importait le plus, c'est qu'un bonhomme peut être grotesque, peut être laid et rester sympathique. Je crois que c'est le cas d'Obélix, par exemple. Tandis que quand on dessine une femme qui est laide, ce n'est pas sympathique, ce n'est pas agréable à voir. Au fond, on a dit que nous étions des misogynes à un moment donné, mais ce n'est pas vrai, c'est plutôt le contraire. C'est qu'on a trouvé que de rendre une femme grotesque en dessin, c'était ni drôle ni agréable. Et finalement, si nous avons mis des femmes, c'était surtout pour voir la réaction de nos bons hommes vis-à-vis de ces femmes. Et Falbala, elle était là surtout pour voir la réaction d'Obélix. Obélix amoureux, c'est une chose qui nous amusait. Mais enfin, disons qu'elle joue un rôle de catalyseur plutôt qu'un rôle actif. Il y a une tradition, une mode toute récente dans les bandes dessinées qui a introduit l'érotisme. Ça a commencé par Barbarella, je crois. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de bande dessinée? Eh bien, je pense que ce sont enfin les vraies bandes dessinées pour enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire Ben, par là? c'est-à-dire que ce sont ces bandes-là que les enfants lisent en cachette. Voyez-vous, nos bandes à nous, à un moment donné, c'était les adultes qui les lisaient en cachette, donc les plus intéressés. Et là, ce sont les enfants qui les lisent en cachette. J'ose espérer que les adultes ont autre chose à se mettre sous la dent que ce qui est dessiné sur ces bandes. Mais moi, je crois que c'est ça. Enfin, je crois que ce n'est pas autre chose. C'est une mode qui s'adresse aux enfants. Est-ce Et je crois d'ailleurs que le mélange de l'érotisme, bien sûr, je n'ai rien contre l'érotisme, mais l'érotisme et l'humour se mélangent mal. Quand il y a quelque chose qui est érotique, ça ne vous donne pas spécialement envie de rire. On pense à autre chose. Et quand on mélange l'érotisme et l'humour, on tombe assez vite dans la pornographie. Oui, ben ça, c'est pas marrant. Bah, Uderzo et moi, nous n'éprouvons pas pour l'instant le besoin de faire de la pornographie, non. Dans cet aveu dépouillé d'artifice. Est-ce qu'on vous a déjà fait le reproche qu'il y avait trop de violence
dans les aventures d'Astérix? Parce qu'il faut avouer qu'on se tape sur les pectoraux et les zygomatiques assez souvent. Hein? Oui, oui, mais Avec un goût de potion magique et paf! effectivement, seulement voyez-vous, dans nos histoires, quand quelqu'un reçoit un menhir sur la tête, il en retire une légère migraine et une grosse contrariété. C'est à peu près tout. Il n'y a jamais de blessés. Il y a simplement des gens de mauvaise humeur. C'est une violence qui se passe souvent en coulisses et qui ne fait jamais mal. Alors, par conséquent, c'est une réponse facile, mais dans une autre histoire que j'écris, Lucky Luke, qui est une histoire de cow-boy, eh bien, depuis 14 ans que je fais cette histoire, il n'y a jamais eu un blessé par balle ni un blessé par flèche. Et ça, il faut le faire. Lucky Luke, parlons-en puisque vous en parlez. C'est assez étonnant que ce soit un Français qui s'inspire du Far West américain. Oui, au départ, ce n'était pas un Français tout de même, c'était un Belge. Oui, mais il y a deux sortes de Belges, il y a les Belges et les Oui, Français. c'est ça. Non, Lucky Luke a été créé par Maurice, que j'ai connu à New York, et c'est un dessinateur belge, et il a fait ses propres histoires pendant environ 6 ans. Et moi, je l'ai repris à partir de 1955. J'ai fait les scénarios. Mais vous savez, le Far West, d'abord, nous avons vécu aux États-Unis, lui comme moi. Par conséquent, nous avons pu nous documenter sur place. Ensuite, il y a le fait qu'après la guerre, la Belgique surtout, et la France aussi, mais surtout la Belgique, était très sous l'influence américaine. On était très admiratif de tout ce qui venait des États-Unis. Et par conséquent, on peut dire que c'était fait avec presque un sentiment américain. Et la documentation qui est énorme pour le Far West, le fait d'avoir vécu, fait que nous faisons un personnage qui, je crois, pourrait être fait par des Américains. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont cru que c'était une série américaine. Remarquez que je ne suis pas un spécialiste de Lucky Luke et je n'ai pas l'intention de me présenter au concours de tous pour un, mais le peu que j'en ai lu m'a paru parfaitement compatible avec ce qu'on connaît de l'histoire. Il n'y a pas d'erreur grossière au point de vue historique. Non, parce que nous nous documentons et même en nous nous amusant dans l'histoire que je suis en train d'écrire maintenant, il y a un personnage de français, mais qui est le français vu par les Américains, comme on en voit dans les films. Il s'appelle Jules Framboise, il porte un chapeau melon, il entre dans les saloons pour boire du vin rouge, il dit oulala, et il appelle tout le monde monsieur et il les embrasse sur les deux joues. Dites-moi, est-ce que vous avez le temps de vous intéresser à aux autres bandes dessinées, à celles de vos concurrents, il faut bien les appeler concurrents, même si ce sont des amis. Je les appelle des confrères, oui. Oui, ben, je m'y intéresse pour deux raisons. D'abord par goût, bien sûr, et puis ensuite professionnellement, parce qu'en dirigeant un journal, je suis tout de même obligé de lire des bandes dessinées, ne serait-ce que celles qui passent dans le journal, tout de même. Et puis j'aime bien ça, j'aime bien les bandes dessinées, bien sûr. Vous connaissez les bandes dessinées américaines? Oui, bien sûr. Quelles sont vos favorites? Oh, Peanuts, j'aime beaucoup oui. Peanuts. J'aime beaucoup Pogo. Puis tout un tas de séries. Maintenant, évidemment, j'ai un peu perdu le contact avec ces séries. Il y a eu un moment où j'aimais beaucoup Lil Abner, mais enfin, je ne l'ai pas lu depuis très longtemps. Enfin, il y a pas mal de séries que j'ai bien aimées. Et, est-ce que vous croyez que une série comme Peanuts, avec des personnages, le timide Charlie Brown et la sadique Lucy, puis le chien mythomane, que ça pourrait avoir du succès en France? Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'une série comme Peanuts paraisse en France? Ben, c'est-à-dire, voyez-vous, moi je l'ai lu en anglais. Ce qu'il y a, c'est même pas une question de traduction. Je crois que c'est quelque chose de typiquement américain. C'est une parodie, et une parodie au deuxième degré, vraiment, de la psychologie américaine, de tout ce qui intéresse très directement les Américains et tout ça. Je crois qu'en France, où ça a un certain succès, ce n'est pas compris comme ça. En France, on a l'impression que le comique vient du fait que ce sont des enfants qui parlent comme des adultes, alors que ce n'est qu'une faible partie du comique de Peanuts. Et c'est le problème de l'humour qui voyage, d'ailleurs. C'est une denrée qui voyage aussi mal que le camembert. En tout cas, c'est non seulement un signe des temps, mais un signe de l'importance sociologique des bandes dessinées, qu'une bande comme Peanuts, par exemple, a vu deux de ses principaux personnages, c'est-à-dire Charlie Brown et Snoopy, donner leur nom au module lunaire, à la fusée Apollo 11, qui est allé tout près de la Lune. Ah oui.
Oui, c'est formidable. Nous en étions tous très fiers, tous ceux du métier. Nous avons eu une petite expérience quand la France a lancé un satellite. Est-ce qu'elle a lancé un Oui, satellite? oui, 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 on l'a récupéré d'ailleurs. Ah Si, si. bon? Eh bien, il s'appelait A1. C'était son titre officiel et tous les techniciens de la base de lancement et tout le monde l'avait baptisé Astérix. Alors nous avons appris ça par la presse. Le premier satellite français, et l'avant-dernier d'ailleurs, s'appelait Astérix. Vous avez demandé la permission, non? Non, on ne nous a pas demandé la permission. Nous avons appris ça comme ça. J'ai été C'est quand même extrêmement flatteur, il faut Ah, dire. c'est très flatteur. C'est très flatteur. Vous savez, on passe son temps à chercher les choses qui peuvent être drôles à mettre dans la bouche des personnages et il devient célèbre quand il fait bip bip. C'est curieux. On parlait tout à l'heure de traduction. Euh, Astérix est traduit en plusieurs langues. Est-ce qu'il est Oui. possible de traduire Astérix en respectant l'esprit? Oui, je crois que c'est possible. D'ailleurs, il y a eu des traductions, et notamment une traduction anglaise faite en Angleterre, qui est bien, très bien faite. C'est-à-dire que les noms, c'est facile de trouver une équivalence. Et puis, quand il y a quelque chose qui est peu traduisible, il faut trouver, bien sûr, une adaptation. Et ils l'ont très bien fait. Il y a plusieurs traductions bien faites. Ce qui nous permet de traduire mieux les choses maintenant, c'est que la vie s'est un peu standardisée dans les différents pays. C'est-à-dire que les embouteillages existent partout maintenant. Les grands immeubles existent partout. Et alors, quand nous parodions ces choses-là, ça peut être compris dans d'autres pays assez facilement. Ouais. Mais quand, dans la plupart des albums d'Astérix, les légionnaires romains se reçoivent en pleine poire euh, euh, des tas de nions, est-ce que les Italiens d'aujourd'hui acceptent facilement que leurs ancêtres, les Romains, se fassent battre comme ça? Mais oui, et d'ailleurs, ça nous a étonnés. Nous étions tout de même un peu inquiets, mais ça prouve qu'ils ont le sens de l'humour. En tout cas, ils ont très bien traduit eux aussi, et ça marche très bien. Et nous avons découvert, d'abord, nous ne faisons pas la parodie des Italiens. Nos personnages sont les Romains, ce ne sont pas des Italiens, on ne fait pas les plaisanteries habituelles sur ce qu'ils mangent, etc. Et alors, il y a deux choses. D'abord, pour eux, ce sont des Romains très lointains. Et puis ensuite, on a découvert un petit truc, c'est que les gens qui ne sont pas de Rome, les Italiens qui ne sont pas de Rome, ils aiment bien qu'on se moque des Romains. On dit, ils sont fous, Eh oui, ces ils sont Romains. fous, ces Romains. C'est comme les Parisiens en France, finalement. Eh bien, revenons à vous, parce que j'ai dit que vous étiez humoriste professionnel. Il faut... Ça se voit pas trop. Hein. Est-ce qu'il existe euh, quelque chose qui s'appelle l'humour français qui soit répandu au même titre que l'humour anglais? Si vous y voyez des différences. Oui, non, je ne crois pas. Enfin, il y a, bien sûr, chaque pays a son humour. Moi, personnellement, je suis très, très, très partisan. J'adore l'humour anglo-saxon. Ça, c'est incontestable. Il y a bien sûr un humour français qui est l'humour d'Alphonse Allais et puis surtout de tout un tas d'humoristes qui existent maintenant. Mais certaines choses n'existent pas. Il n'y a pas, par exemple, ces humoristes qui écrivent des petites nouvelles. Il y en a peu, en tout cas. C'est un style qui n'existe pas tellement en France et c'est un peu dommage. Chez les humoristes français contemporains, quels sont ceux qui vous inspirent une affection particulière? Oh, ben, il y a des tas de gens que j'aime bien, qui sont des gens que je connais, des amis comme Francis Blanche, comme Jean-Yann, comme Raymond DeVos, Poiret et Serrault, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Enfin, ce sont des gens très, très amusants. Il y avait le vieux Pierre Dac aussi, qui Oh, était le Pierre père Dac, de tout alors le là, monde. c'est ma passion, Pierre Dac, qui commençait tous ses grands discours par Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mon général, ma sœur. Francis Blanche, vous le connaissez assez bien. Je crois même que vous Oui. allez le remplacer à l'antenne de Radio Luxembourg à l'automne. D'Europe. D'Europe, numéro un, C'est la oui. maison en face. Euh, Je le remplacerai plus maintenant. qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la forme d'humour de Francis Blanche? Disons, si vous racontiez un truc que fait Francis Eh bien- Blanche qui vous fait rire, vous, ce qui est une façon de vous demander qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie. Eh bien, Francis Blanche, il a, entre autres, cette qualité que je n'ai pas et qui est de faire dans la vie des farces énormes pour son propre plaisir. Et ça, il faut le faire. Une des blagues les plus célèbres qu'a faite Francis Blanche, il avait une vieille 4 chevaux qu'il avait garée dans une rue et il avait acheté une superbe voiture américaine, ce qui, quand même, en France, est plutôt rare, mais alors la chose superbe. Et alors, il essayait de garer sa voiture, il y avait peu de place, et il donnait des grands coups dans la 4 chevaux. Mais alors des grands coups en disant salaud de pauvres, les pauvres ont des voitures. Alors ça me tait, ça me tait. Et ces pauvres-là qui lâchent leur voiture comme ça. Et finalement, on a failli le lyncher. Et il y a un agent de police qui a dit mais monsieur, que faites-vous, vos papiers? Et il a dit mais
il n'y a aucune loi en France qui m'empêche de démolir ma voiture, effectivement. Et bien faire ça tout seul et risquer d'être lynché, c'est formidable. Une fois, il avait acheté une autre voiture, il aime bien ça d'ailleurs, et il avait serré la direction très fort, et il a descendu les Champs-Élysées en agitant ses petits bras en l'air et disant « Comment est-ce qu'on arrête? Comment est-ce qu'on arrête ?» C'est pas lui qui avait passé la frontière en fraude? Oui, il avait acheté un réfrigérateur en Suisse et il le passait en France. Et il avait mis le réfrigérateur dans son coffre, qui n'était pas tout à fait fermé. Il l'avait recouvert avec des jupes de sa femme. Et quand il est arrivé à la frontière, le douanier l'a reconnu. Tout le monde reconnaît Francis Blanche. Il dit « Ah, monsieur Francis Blanche, vous n'avez rien à déclarer. » Il a dit « Un réfrigérateur sous les jupes de ma femme. » Allez, passez, monsieur Francis Blanche. Ça ne nous a jamais tenté de quitter le travail que vous faites, en fait, de quitter de temps en temps et de monter sur la scène, de faire comme les chansonniers, comme Rocca, comme De Vos, comme Blanche, justement, comme Jean-Yann, comme les autres. Non, parce que je n'ai pas d'abord leur talent et ensuite je sais que ça va vous surprendre, mais je suis timide. Alors, moi, de me présenter... Déjà, de le dire, ça demande du courage. Ça demande du courage de le dire, déjà. Non, mais je n'ai pas cette facilité qu'ils ont de se présenter et de faire ces choses-là. Ça demande quand même, vous connaissez les plaisanteries téléphoniques de Francis Blanche qu'il faisait sur l'antenne. Il y en avait des remarquables. Il téléphonait une fois, par exemple, il a téléphoné à un magasin qui vendait des appareils pour la surdité. Alors il disait « Allô, c'est bien le magasin pour les appareils contre la surdité ?» « Oui, monsieur. » Qu'on lui disait, et lui il disait « Non, je vous demande si c'est bien le magasin où on vend des appareils. » Alors ça a été un dialogue extraordinaire. Ben ça, j'oserais pas le faire. Quant à vous et à Uderzo, par voie de conséquence, on peut dire que vous avez eu une veine extraordinaire. Et ça, c'est la façon dont les petits copains expliquent le succès des autres. Ils disent « Ah, ils ont eu de la veine. » Est-ce que ce succès, parce qu'il faut bien le dire, c'est un succès international extraordinaire et ça s'accompagne d'une certaine aisance. Est-ce que ce succès a déterminé chez les petits copains de l'irritation, de la jalousie, de l'envie? Est-ce que ça vous ennuie personnellement ou comment vous réagissez? Disons qu'à partir du moment où nous avons eu du succès, nous avons eu des ennemis, mais jamais nos ennemis n'ont été aussi gentils avec nous. Voyez-vous, c'est à peu près ça qu'on peut dire. Non, il y a eu bien sûr quelques mouvements de jalousie, il y a eu enfin des choses qu'on a dites. On n'aime pas tellement le succès chez nous, il faut bien le dire. Mais enfin, ça n'a pas été bien terrible, et d'autant plus que Uderzo et moi, nous avons opposé une grande force d'inertie. Nous ne sortons pas tellement, on ne nous voit pas tellement, alors par conséquent... dire des choses derrière le dos des gens n'est intéressant que si les gens finissent par le savoir. Or, comme nous n'écoutions pas, alors ça c'est très bien calme. Quand vous avez commencé à travailler, j'imagine que vous avez l'ambition de tout travailleur honnête. On va faire un bon boulot et puis un bon jour, on pourra avoir suffisamment de fric pour faire à peu près ce qu'on veut. Ça m'amène à vous demander de quoi se compose une journée de Goscinny. Oh, mais je suis entièrement libre, je fais tout ce que je veux. C'est-à-dire, j'ai un rendez-vous toutes les 10 minutes, bien sûr. Et puis, je travaille beaucoup. Il y a des coups de téléphone, il y a différentes choses. Et puis, j'écris mes textes. Je dirige mon journal. Je parle avec ma femme. Est-ce que je tout caresse ça, mon enfant. oui, mais est-ce que tout ça, sauf parler avec votre femme, c'est pas devenu un esclavage? Ben, c'est l'esclavage librement consenti. Et vous savez, les esclaves n'étaient pas payés. Hein. Oui, d'accord. Mais pour prendre des vacances, parce que vous êtes venu ici en vacances, et comme vous retournez sur le France, ça veut dire que vous n'êtes pas pressé, ou alors qu'on n'est pas pressé de vous revoir là-bas. Comment faites-vous pour prendre des vacances quand vous dirigez un hebdomadaire, que vous avez des textes à faire, et puis quoi encore les téléphones, et puis parler à votre femme, et puis... Oui, et puis faire un peu de radio, de télévision, tout ça. Non, bah voyez-vous, ça a été très simple pour partir ici. Vous m'en avez parlé au mois de décembre, je me suis préparé à partir de ce moment-là. C'était simple comme tout. Je veux dire que l'esclavage l'engrenage est à ce point serré que si vous voulez vous accorder un mois de vacances, il faut que vous travaillez à l'avance, vous preniez de l'avance. C'est ça, il faut prendre de l'avance. Et c'est plus difficile pour Uderzo que pour moi, parce qu'il y a un temps matériel pour le dessin qu'on ne peut pas restreindre. Moi, s'il m'arrive d'avoir une idée, eh bien, ça va assez vite à ce moment-là. Tandis que lui, le temps, malgré tout, reste le même. Alors, s'il doit partir pendant un mois, eh bien, il faut qu'il fasse le mois précédent 2 mois de travail, ce qui est tout de même très dur. Avez-vous réussi à les faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'il prenne de vacances, lui? Oui, mais il a voulu me frapper.
Ce qui, de la part d'un vieil ami, m'a fait beaucoup de peine. Et vous, est-ce qu'il vous arrive de vous trouver, vous n'êtes pas obligé de répondre à ça, bien sûr, mais j'aimerais bien que vous le fassiez, est-ce qu'il vous arrive de vous trouver dans la position de l'humoriste épuisé, l'humoriste triste, celui qui en a marre, celui qui voudrait bien renoncer à ce travail-là? Non, pas exactement, mais je suis toujours dans la position de l'humoriste inquiet. C'est-à-dire, je ne sais pas si je vais trouver encore une idée. Pour tout vous dire, je ne sais même pas ce que je vais vous dire dans 2 minutes. Moi, je sais ce que vous allez dire dans 2 minutes. Je peux même vous le dire tout de suite, mais Non, mais c'est simplement l'inquiétude. Alors, il y a des moments où ce travail est merveilleux. Ça vient tout seul, et puis on dit, c'est pas possible que je gagne ma vie à faire ça, je suis un privilégié. Il y a des fois où les idées ne viennent pas. Alors là, c'est l'angoisse, c'est la terreur. On a très peur. C'est un métier où on a toujours très peur. eh ben, je vais vous dire ce que vous allez me dire dans 2 minutes. C'est rien du tout, parce que l'entretien est terminé, et sans vouloir faire de publicité à vos concurrents, si vous voulez parler, maintenant, c'est Tintin. Merci.